Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Mise à fait. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Mise à fait, votre rendez-vous des faits de société. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble encore très tabou dans notre société martiniquaise et qui est ô combien important pour notre équilibre. Il s'agit de la santé mentale. Souvent ignorée, souvent méprisée, une bonne santé mentale est pourtant nécessaire, voire primordiale de notre équilibre en tant qu'être humain. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir donc des spécialistes, des personnes qui s'y connaissent. Et nous avons en premier lieu Madame Gladys Marie-Florine, qui est psychologue et qui va nous éclairer sur cette question de la santé mentale. Dans ce premier temps, Madame Gladys Marie-Florine, qu'est-ce qu'on peut définir comme la santé mentale? Qu'est-ce que la santé mentale? Alors, la santé mentale, l'OMS, en tout cas, définira, l'Organisation mondiale de la santé, définira la santé mentale non pas comme l'absence d'un trouble ou l'absence d'une pathologie, mais bien plus comme un état de bien-être, en fait. Un état de bien-être mental qui nous donnera les ressources psychiques pour pouvoir faire face à différentes situations, des situations de vie, situations de stress, pour pouvoir faire face aussi à toutes les épreuves finalement que nous aurons, que nous connaîtrons, et qui nous permettront d'atteindre notre plein potentiel. Parce qu'il est question de réussir à atteindre son plein potentiel dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on n'est même pas sur la partie où on va parler de maladie pour le moment, mais bien plus des ressources qui vont nous permettre d'aller vers le succès, de travailler avec efficacité et de vivre une vie dans laquelle on aura la possibilité de faire face, voilà, de faire face à nos épreuves. Alors, pourquoi la santé mentale est-elle aussi importante que la santé physique? Parce que, j'aime bien cette question, elle est aussi importante parce que l'une ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision suffisamment holistique pour comprendre qu'on ne peut pas avoir une bonne santé physique si la santé mentale ne suit pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont impactées physiquement parce que mentalement, ça ne va pas. Et je crois qu'à partir du moment où on comprend que si l'esprit ne va pas, le corps ne suit pas, eh bien, on comprend effectivement l'importance de la santé mentale. Alors, quels sont les signes ou encore les symptômes les plus courants d'un trouble de santé mentale? Alors, les plus courants, je dirais, repartant de la définition que j'ai posée tout à l'heure, l'un des signes importants, c'est d'avoir cette impression de ne plus savoir faire face. Et je crois qu'à partir du moment où on sent qu'on perd pied et qu'on éprouve en tout cas des difficultés à pouvoir faire face, eh bien, à partir de là, on peut se poser la question de savoir: suis-je en bonne santé mentale? Ça reste un premier signe. Ensuite, on va, une fois qu'on rentrera vraiment dans les troubles, et je ne sais pas si il est question réellement de ça aujourd'hui, mais une fois qu'on rentrera dans les troubles, ben, effectivement, on va avoir le fait d'être des troubles de l'alimentation, par exemple, moins manger, les troubles également du sommeil, le fait d'être tellement perturbé qu'on n'arrive plus à dormir ou plus à dormir normalement. Il va avoir différents signes, se sentir angoissé, avoir la boule au ventre, des maux de tête, les signes sont nombreux et à traiter, à ne pas prendre à la légère. Alors, à notre droite, nous avons la chance d'avoir Muriel Bédot. Vous êtes préparatrice mentale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, préparateur mental, donc à la base, j'accompagne en fait les sportifs de haut niveau. En tout cas, c'était le but. Et puis, au fur et à mesure, étant danseuse professionnelle, j'ai, on va dire, mélangé, en tout cas, j'ai combiné mes deux pratiques pour justement accompagner les personnes qui me sollicitaient. Donc, c'est un accompagnement qui prend en compte le mental pour développer le plein potentiel. Mais par rapport à mon accompagnement spécifique, ça passe par le corps et le mouvement. Parce que j'ai découvert justement au fur et à mesure des années que notre corps ne va pas bien, nous donne bien suffisamment d'indications pour qu'on puisse justement prendre en compte et s'occuper de sa santé dans sa globalité de façon holistique, justement. À combien vous évaluerez à peu près le pourcentage de réussite dans une performance sportive sur le mental? Le mental, c'est à peu près 50% du travail, c'est quoi? Alors, par rapport à ce que je fais, en tout cas l'accompagnement, puisque mon accompagnement est individuel aussi collectif, je travaille aussi avec des professionnels de santé en ce sens.
Et jusqu'à maintenant, par rapport à la pratique, je vais dire, on est à 95% de réussite avec le mouvement. C'est-à-dire allier vraiment c'est-à-dire la pratique et le concret avec les aspirations de la personne, ça fonctionne forcément dans la majorité des cas. Alors, vous avez parlé de sportifs de haut niveau. Il y en a un qui me vient en tête tout de suite, c'est Teddy Riner, qui a levé le voile sur le fait qu'il se faisait accompagner. Est-ce qu'il y a de plus en plus de sportifs qui font appel à des préparateurs mentaux? Et c'est quand même assez surprenant de voir des sportifs avec beaucoup de trophées quand même être suivis. C'est normal ou pas? Alors, c'est normal et je pense que ça devrait être une pratique complètement naturelle parce que dans une pratique sportive, ça fait partie d'une grande partie de la réussite du sportif, de se faire accompagner mentalement. Ce n'est pas uniquement le corps qui fonctionne. Il faut englober justement la performance sportive. Alors, je l'ai dit au niveau du sport, mais c'est aussi pour les personnes dans le quotidien. C'est-à-dire que si je prends en compte uniquement une partie de moi, c'est-à-dire mon corps au service de l'autre et au service de la performance, et je ne prends pas en compte le mental, ce que je pense et ce que j'ai envie de faire, ça crée deux personnes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une direction et de l'autre, il y a une autre direction. Et au bout d'un moment, ça fait des petites choses qui ne sont pas très compatibles et cohérentes. Et donc, l'idée, c'est de vraiment rassembler tout ça pour aller dans une seule direction. Alors, on a vu effectivement, la santé mentale est un sujet certes tabou, mais en réalité qui a ô combien d'importance, on l'a vu dans le sport. Mais il y a aussi depuis maintenant quelques années, une vraie problématique avec les réseaux sociaux. Et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Maya Saxema. Alors, Maya, j'ai vu son message un peu sur Instagram qui m'a énormément touché, où tu parlais d'une certaine forme d'anxiété, puisque tu es également créatrice de contenu, par rapport au fait de répondre aux messages, etc. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, j'ai pris la parole sur le sujet de l'addiction aux réseaux sociaux parce que je suis addict aux réseaux sociaux et je me soigne. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à parfois avoir un petit peu honte ou parfois même à normaliser ce temps faramineux qu'on passe sur les réseaux sociaux et l'anxiété que ça peut nous procurer, cet amas d'informations parfois positives mais parfois négatives, ce stress et certains aussi cette problématique de la comparaison, de se comparer à ce qu'on voit. Moi, j'ai eu la chance que c'était pas vraiment ça le sujet, c'était plus la sursollicitation, le flux d'informations sans cesse, la peur de manquer des informations et qui peut vite devenir un cercle infernal dans lequel on perd énormément de temps et de bien-être. Alors, tu as parlé d'addiction en termes de durée. Tu passais combien de temps à peu près sur les réseaux sociaux? En quoi ça t'accable? Alors moi, ma pire période, ça a été pendant le confinement. À ce moment-là, j'étais étudiante, j'étais cloîtrée dans mon petit studio Crous et je pense que je passais 9 à 10 heures sur les réseaux sociaux à cette période. Ce qui forcément pouvait en pâtir sur mes études. Ça m'a demandé beaucoup de discipline. Je devais laisser mon téléphone chez moi pour aller réviser dans des salles de travail hors de chez moi pour réussir à couper et réussir quand même à passer le barreau, etc. et à réussir mes études. Que tu as réussi brillamment. Oui, heureusement. Gladys, est-ce qu'on a des signes, encore des chiffres sur ce nouveau fléau de la santé mentale, notamment vis-à-vis des jeunes? On sait qu'effectivement, il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Par rapport aux réseaux sociaux, on est bien d'accord. Alors, des chiffres, j'en ai pas forcément. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on est obligé de revoir les relations humaines, revoir la santé mentale au regard de l'utilisation des réseaux sociaux, au regard, effectivement, de tout ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, tous les nouveaux outils de communication sont en soi des biais comme facteurs qui arrivent comme facteurs en fait pour être un frein à cette santé mentale. Parce qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a possibilité de se comparer, comme le disait Mme Saxema, possibilité de se comparer, possibilité aussi de recevoir finalement ce qui va être de l'ordre du cyberharcèlement, par exemple, cette forme de critique, de moquerie incessants qui vont arriver de ce côté. Et puis, il y a aussi le fait que ça vienne tout simplement modéliser différemment les relations. Parce qu'aujourd'hui, deux personnes qui sont au restaurant vont avoir tendance à non plus avoir cette relation, se parler, cette communication, mais être chacun de leur téléphone. Et finalement, le téléphone est un outil d'isolement. Et ça, on oublie. On croit être hyper connecté grâce au téléphone, mais en fait, on est hyper déconnecté. Et ça peut être un total frein. Et d'ailleurs, il y a eu un fait dernièrement d'un jeune homme qui s'est suicidé à la suite d'une communication avec une intelligence artificielle, exactement, avec qui il avait noué une relation amoureuse. Et donc, on voit à quel point on peut arriver à des faits dramatiques.
Alors, on a donc entendu 3 femmes. Gladys, tu as l'occasion de faire de nombreuses conférences sur la question de la santé mentale. Est-ce que tu me confirmeras ou infirmeras qu'il y a quand même énormément de femmes à ces événements et très peu d'hommes? Comment tu l'expliques? C'est le cas. Alors, je l'explique de 2 façons. Je l'explique premièrement, alors, il faut ça. Je dis toujours ainsi. Je considère aujourd'hui que les femmes ont plus facilement accès à leur monde émotionnel que les hommes. Pourquoi? Parce que il est question d'éducation tout simplement. Quand un petit garçon à qui on va rabâcher, tu pleures comme une fillette, soit un homme à qui on va dire ne pleure pas, etc. Grandira, et bien de toutes les façons, il fera comme on lui a dit parce qu'il l'aura entendu, que ça aurait été répété à de nombreuses reprises et que du coup, on ne lui aura jamais donné cette pleine possession finalement de son monde émotionnel. Alors que les jeunes petites filles, eh bien du coup, on les laisse devant les dessins animés, tandis que les autres sont en train de jouer à la guerre, en train de regarder des dessins animés dans lesquels elles vont pleurer parce que le prince charmant est parti pendant un moment où il est... Enfin, voilà. Et à partir de là, dans cette finalement conditionnement des genres, eh bien, on va arriver à des hommes plus tard qui vont se dire mais aller chez le psychologue, c'est pour les fillettes en fait. Moi, j'y vais pas. Alors, on va poser la question au seul homme autour de la table, Mathis. Mathis, qui est notamment travailleur social et qui est l'instigateur du Cercle des Hommes. Qu'est-ce que c'est concrètement le Cercle des Hommes? Alors bonjour Yanis, les cercles des hommes, c'est une initiative pour que les hommes se rejoignent de visu, ça c'est très important, c'est pas seulement sur internet, c'est de visu qu'on se rencontre, pour parler des systèmes de valeurs et des systèmes de pensée qui constituent la masculinité de l'homme martiniquais, pour les décrypter point par point, entre nous, dans un espace qui est safe, dans le sens où il n'y aura pas de jugement, on garantit qu'il n'y a pas de jugement, on garantit qu'il n'y a pas de hiérarchisation, et qu'il y a une volonté de, comment on dit ça encore, de confidentialité. Les choses qui sont dites dans les cercles ne sont pas répétées ailleurs, pour pouvoir encourager les hommes qui viennent à dire ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils pensent profondément, sans avoir peur d'être jugés, ou d'être chassés ou autres par d'autres hommes. Et on a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de communication entre nous, qu'il y avait un retard sur les prises de rendez-vous pour des soins médicaux de n'importe quel type, hein, que ce soit psychologique ou que ce soit médical, quel qu'il soit, et qu'il y avait par contre une réelle souffrance qui était tue. Et comme tu l'as dit, il y a de la répression émotionnelle, il y a du mutisme chez les hommes, c'est très dangereux, ça peut mener au suicide, ou ça mène à des dépressions, ou ça donne tout simplement des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas qui elles sont vraiment et qu'elles se soumettent aux injonctions de genre. Alors c'est bien ça, donc chez les hommes, on constate dans la grande majorité que les hommes ont du mal à vivre leurs émotions et ça peut traîner un certain nombre de problèmes. Absolument, c'est très dangereux, ouais. Et c'est une thématique dont vous parlez régulièrement dans le Cercle des Hommes. Il y a des hommes qui ont cette difficulté-là à pouvoir exprimer leurs émotions. Comment ça se passe? Déjà, s'ils viennent, c'est déjà un très grand pas. Parce que majoritairement, disons que je propose les cercles d'hommes à tous les hommes que je connais depuis 2021. D'accord? Et la plupart, alors qu'ils viennent de me dire qu'ils ont des problèmes, rupture difficile, perte d'emploi ou problèmes existentiels, hein, ils viennent de me dire ça, je leur pose des cercles des hommes, ils me diront qu'ils n'en ont pas besoin. Ou bien d'aller voir un psychologue, etc. Voilà. Donc effectivement, il y a une réticence qui est tenace, mais les choses sont en train de changer. Tu penses véritablement qu'en 2024, il y a un espace serein pour que les hommes puissent exprimer leurs sentiments ou pas du tout? Moi, sincèrement, je pense que nous avons intégré que notre environnement n'est pas apte à recevoir ce qu'on va dire. C'est pas forcément vrai. Mine de rien, en fait, en tout cas en ce qui me concerne, je me rends compte que mon environnement était réceptif au fait que je livre ce que je pense. C'est juste moi qui avais intégré qu'il ne fallait pas que je le dise. Mais mine de rien, en fait, quand tu regardes, il y a en fait des institutions, il y a des espaces, il y a des choses qui sont mises en place. Un homme qui décide de prendre la parole, sa parole sera reçue, d'après moi. Hein. D'après moi, sa parole sera reçue. Donc, c'est plutôt interne. Voilà, donc c'est la question que je vais poser aux autres femmes autour de la table, puisque on entend aussi beaucoup parler d'hommes capables et compagnie. Est-ce qu'un homme capable, c'est compatible avec un homme qui doute, qui souffre? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser, puisque en même temps, on veut un homme qui soit peut-être submersif, fort, puissant, etc. Mais en même temps, c'est un homme qui a des faiblesses aussi également. Et il y a une vraie question à savoir, est-ce qu'il y a de la place pour ces personnes-là dans notre société? Et Madame Bédo, quelles sont les personnes, le type de personnes qui viennent vous voir régulièrement en tant que préparateur mental?
Alors, ça varie des chefs d'entreprise, des mères aussi. Je reçois des mères de famille, j'accompagne les mères. Des personnes qui sont en reconversion ou qui doutent justement du chemin à prendre. Et en général, voilà, c'est qu'à un moment dans le cheminement, il y a eu une perte de connexion, soit avec le corps, soit avec ce qu'ils voulaient réellement, parce qu'il y a l'entourage. Et je voudrais donner une précision justement, c'est que nous sommes dans un contexte particulier, parce que les personnes qui viennent me voir, en tout cas je le vois avec le recul, nous avons 3 formes de traumatisme, en fait, en Martinique. Il y a d'abord le traumatisme personnel, ensuite vient se rajouter le traumatisme familial, puisque je pense qu'il faudra qu'on l'aborde un moment, le transgénérationnel, et puis vient se rajouter le traumatisme historique. Et donc c'est très particulier ici parce que il y a toutes ces couches en fait à vraiment nettoyer pour justement arriver à rassembler en fait une personne dans son corps et lui permettre de suivre sa route, parce que sinon l'entourage en fait qui a reçu elle-même une transmission, qui a lui-même reçu une transmission, ne fait que répéter des schémas. Et ces schémas sont transmis de génération en génération et à un moment donné, on finit par ne plus savoir où on va. Et donc, c'est prendre le temps, justement, qu'on soit homme ou femme, c'est prendre le temps de se réapproprier, justement, son chemin de vie. Et c'est comme ça qu'on va, je pense, avancer collectivement. On va en parler effectivement avec Gladys. Maya, donc Mathis a parlé effectivement d'un climat qui serait peut-être plus serein, une société plus ouverte à entendre effectivement les émotions des hommes. Est-ce que tu as le sentiment que les femmes aussi sont prêtes à entendre qu'un homme capable peut aussi être un homme qui a des souffrances? Alors, de plus en plus, même si je dois avouer que certaines de nos consoeurs ont la peau dure et ont toujours cette idée que l'homme doit être fort, musclé, pourvoir, être un pourvoyeur et ne surtout pas montrer de signes de faiblesse, maintenant c'est amené à évoluer. Et moi je peux le dire, c'est ce que je dis à tous mes clients et toutes les personnes que je croise dans le cadre de mon métier, donc je suis avocate en droit pénal, donc les infractions, le monde se porterait tellement mieux si tout le monde allait voir au moins une fois dans sa vie un psychologue. Parce qu'on a tous des traumatismes, tous des difficultés, des choses, des doutes, des cassures finalement qu'il nous faut réparer pour pouvoir construire un avenir meilleur, que ce soit pour nous, pour nos proches, pour nos enfants. Et ça, c'est une prise de conscience collective qu'il doit y avoir. Et c'est vrai que les hommes, parfois, ils sont victimes de choses très, très graves, notamment dans l'enfance, mais ils vont garder ça pour eux. Ils vont essayer de passer outre, d'être dans un déni. Il y a parfois aussi un stress post-traumatique qui fait qu'ils ne se rappellent pas des faits. Et par contre, on peut voir après que ça crée des gamins abîmés qui deviennent des hommes abîmés et qui vont eux-mêmes, par leur faillir, commettre des dégâts et pas forcément consciemment, pas forcément volontairement. Donc c'est important de se Il y a prendre en beaucoup main. d'hommes que Mathis reçoit régulièrement qui effectivement ont ces souffrances, qui ne sont pas guéries et qui en font d'autres souffrances. On a parlé également de cyberharcèlement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu vivre en tant que créatrice de contenu ou que tu as pu traiter parmi tes clients? Alors, j'ai pas eu à en traiter par rapport à mes clients. Par contre, j'ai pu le vivre un petit peu dans le cadre de mon activité de créatrice de contenu militant, etc. Notamment quand on a des tweets militants qui arrivent dans ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire les utilisateurs de Twitter d'extrême droite, où là, on se prend énormément de violence. Aussi, certaines personnes noires font une forme d'eugénisme en me disant toi, en tant qu'antillaise, tu es fille de viol, tu peux pas t'exprimer sur la situation des Noirs. Enfin voilà, j'ai eu quand même des petites vagues comme ça. Des personnes aussi qui m'envoyaient des mails assez douteux. J'ai même eu un homme qui est venu devant chez moi, mon ancien domicile. Enfin voilà, ça peut arriver. Après, moi, c'est resté quand même résiduel par rapport à d'autres qui vivent ça à une très très grande ampleur. Et le cyberharcèlement, c'est puni par la loi, donc vous pouvez déposer plainte dès lors où vous êtes pris pour cible, que ce soit par des jurons, que ce soit aussi du chantage de photos, notamment de photos intimes, tout ça. Tout ça, vous pouvez déposer plainte et il faut le faire dès que possible. Par rapport à l'addiction, effectivement, qu'entraînent les réseaux sociaux, quels conseils tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui rencontrent cette même difficulté? Alors, la première chose, c'est vraiment de se dire, c'est très commun. Vous n'êtes pas seul, il n'y a pas de quoi avoir honte. Toutes ces applications, elles ont été créées pour ça. Elles ont été façonnées à l'aide de professionnels de la santé mentale, de professionnels neurologiques pour pouvoir savoir ce qui va nous rendre addicts. Donc, le devenir, c'est pas être faible, c'est juste que ça a été créé pour. Donc, la première chose à faire, c'est essayer de recentrer ce à quoi ces réseaux nous servent. Qu'est-ce qu'on veut garder de ces réseaux? Qu'est-ce qu'on ne veut plus?
Est-ce qu'on veut garder le côté instructif? Est-ce qu'on veut garder le côté humoristique? Est-ce qu'on veut garder le côté inutile? Non. Donc déjà, essayer de délimiter ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ensuite, il faut aussi faire cet appel aux proches en expliquant, voilà, j'ai cette addiction. Donc désormais, quand vous voulez me parler, je voudrais qu'on passe par des canaux hors réseau. Le téléphone, les SMS, WhatsApp et les rencontres en réel. Parce que ça aussi, ça limite ce côté « j'ai peur de manquer une info, j'ai peur de manquer un rendez-vous, donc je suis obligée de rester sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram ». Non, il faut pouvoir dire à ses proches « là, j'essaye de me soigner, donc il faut que vous participiez à cet effort avec moi ». Enfin, il faut réussir à troquer le téléphone par autre chose. Moi, pour ma part, ça a été la lecture. Et ça a été difficile de reprendre la lecture, puisque quand on est accro au téléphone, le téléphone surstimule le cerveau et la lecture en comparaison paraît très, très, très ennuyante. Donc, il m'a fallu vraiment plusieurs mois pour réapprécier lire. Et aujourd'hui, je suis passée de peut-être 3-4 livres par an à, là, on est en octobre, en 2024, j'ai déjà lu 40 livres. Donc, ça vous montre à quel point quitter le téléphone peut nous faire gagner un temps précieux. Et on peut essayer de faire comme ça en diminuant, en se disant je fais 20 minutes de réseaux sociaux, 10 minutes de lecture. 20 minutes de réseaux sociaux, 10 minutes de lecture. Le but, c'est de casser cette spirale infernale de scrolling incessant par une autre activité, que ce soit la lecture, la peinture, la musique. Ou le sport. Le sport, tout à fait. Ou la danse. Voilà. Gladys, effectivement, c'est un sujet qui revient beaucoup en consultation. C'est la première question. La deuxième question, on a parlé de génétique. Est-ce qu'il y a vraiment un lien génétique de faille que nos parents nous laisseraient qui fait qu'on aurait des prédispositions à avoir de l'anxiété, de la dépression ou autre? Alors, est-ce que je reprends parce qu'il y avait 2 questions. Mhm. Donc la première, c'était l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que ça revient en consultation, comme tu as beaucoup de... Alors, pas nécessairement. Ça va plus revenir plutôt dans le cadre des couples. Comment le téléphone s'insère aussi dans la relation amoureuse. Comment on est amené justement à passer plus de temps avec son téléphone qu'avec son partenaire. Donc, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, ce que j'abordais, cette forme de relation qui va changer au détriment de moins de liens avec les personnes en réel et plus de liens avec des personnes de façon virtuelle. Et puis, concernant la génétique, alors oui, aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement de cette transmission alors, des troubles, mais aussi d'une forme d'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de voir que les traumatismes vont passer d'une génération à une autre. Maintenant, est-ce qu'il s'agit uniquement de génétique? Pas du tout, parce que le simple fait, le comportement, en fait, Muriel abordait tout à l'heure les 3 types de traumatismes qui lui semblaient importants. Sur le traumatisme historique, aujourd'hui, quand j'entends parler de l'homme, par exemple, en consultation, eh bien, je me dis que ça ne sort pas de nulle part. Si on revient à notre histoire, si on revient effectivement à la constitution de la famille, etc., ben on comprend mieux aujourd'hui pourquoi l'homme et la femme se comportent de cette façon. Donc oui, il y a la génétique, mais il y a aussi toute cette partie comportementale, parce que quand je prends comme modèle mon père et ma mère, ben, j'ai tendance de toutes les façons à recevoir de leur programme comme une forme de logiciel que je vais télécharger et qui plus tard, en tant qu'adulte, va tout simplement se réinstaller et que je vais mettre en place dans mes relations, dans mon quotidien, ma façon d'agir, etc. Est-ce qu'on a des chiffres au niveau des troubles de santé mentale ici en Martinique? Moi, j'ai coutume de dire, en fait, en réalité, on est tous fous en Martinique. En tout cas, on a tous effectivement on devrait aller voir tous un psychologue. Est-ce qu'on sait concrètement combien de personnes vont voir des psychologues chaque année? Et est-ce qu'en réalité, il y a aussi des troubles qui ne sont pas soignés? On m'a donné un chiffre dernièrement. En prison, en tout cas à Ducos, 40% des détenus ont vraiment des troubles qui relèvent de la santé mentale. Est-ce qu'ici, tu as le sentiment que c'est une question qui est bien traitée? Alors, je vais commencer par la fin. Est-ce que la question est bien traitée? Je dirais non. Je dirais non parce qu'aujourd'hui, on a trop peu de structures, trop peu de professionnels pour pouvoir s'occuper de la population. On est vraiment sur une population, alors tous fous, non, mais on présente effectivement une large population atteinte de troubles mentaux. Et là, on ne parle pas uniquement de la santé mentale comme on l'aborderait pour tout un chacun, parce qu'il y a santé mentale, d'accord, mais dans la santé mentale, il y a la psychiatrie, d'accord, parce qu'on parle depuis tout à l'heure des psychologues, mais il y a aussi les psychiatres. Et là, on est vraiment sur les maladies mentales. Et donc, sur toutes ces pathologies, moi, je crois aujourd'hui qu'il manque effectivement de structures. Quand on voit la liste d'attente des centres médico-psychologiques,
où des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de venir chez le psychologue doivent attendre 6 mois, 9 mois pour pouvoir avoir un rendez-vous, tout simplement, je me dis qu'on a encore à faire. Donc, très sincèrement, non. Ensuite, par rapport à toutes ces statistiques, tous ces chiffres, etc., il faut savoir que de toutes les façons, en termes de santé mentale, aujourd'hui, on est moins bon qu'en France hexagonale. On est vraiment moins bon. On est moins bon. Et la France, en Europe, est un pays où on va utiliser de très grands nombres de dépresseurs, d'antidépresseurs, etc. Donc, je crois qu'il y a des questions vraiment à se poser et à vraiment considérer la question de la santé mentale comme une question de santé publique en Martinique. Alors, c'est déjà le cas en France pour 2025, mais il est vraiment question à notre échelle de pouvoir considérer la santé mentale comme une question de santé publique. Il y avait un projet, tu me dis où est-ce qu'on en est, de pouvoir permettre le remboursement par la sécurité sociale d'un psychologue. C'est toujours le cas ou on en est où? C'est toujours le cas, c'est-à-dire que ça a été mis en place et qu'aujourd'hui, effectivement, 8 consultations peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. Donc, à la suite d'une visite d'une consultation auprès d'un médecin généraliste, il vous fait une prescription et vous avez droit à 8 consultations. La première est comme une consultation d'examen pour savoir si réellement il y a un besoin d'un suivi psychologique et les 7 autres servent effectivement au suivi thérapeutique. En quoi le psychologue aide les personnes qui ont des soucis d'ordre mentaux? Alors, j'aimerais juste terminer sur ce que je disais précédemment. Il faut savoir qu'en Martinique, il y a très peu de psychologues qui sont associés à ce dispositif. Et en France hexagonale également. Parce qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui ne respecte pas forcément les psychologues. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, concernant cette question que tu m'as posée, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? Oui, en quoi et comment les psychologues accompagnent les personnes qui ont des difficultés d'ordre mental? Alors, aujourd'hui, je crois que le psychologue, premièrement, il faut savoir que nous sommes formés à cette écoute, bien plus que bienveillante, mais cette écoute active. Nous sommes en capacité d'écouter sans forcément porter de jugement. Aujourd'hui, quand je reçois une personne, c'est pas Gladys qu'on trouvera chez elle, qui a sa pensée, ses valeurs, ses normes qui recevra. C'est Gladys qui va entendre entièrement. Donc, mais il y a aussi cette notion d'écoute active où j'entends sans pour autant être dans un jugement vis-à-vis de l'autre. Donc, premièrement, c'est un espace safe, un espace bienveillant où une personne va pouvoir venir parler de sa situation, de sa vie, de ce qu'elle rencontre comme épreuve, comme aléa, etc. Et puis, il y a aussi cette notion on n'est pas déconseillé. Aujourd'hui, on est là pour outiller l'autre, pour qu'il puisse faire par lui-même. Le travail du psychologue, c'est de rendre autonome. Si moi, j'ai une personne qui est là 15 ans avec moi, je me dis que, soit c'est 15 ans où les sujets ont changé et auquel cas, on est OK. Mais si c'est 15 ans sur la même problématique, eh bien, du coup, ça voudrait dire que je n'aurais pas fait mon travail. Et faire mon travail, c'est de pouvoir rendre autonome, de permettre à l'autre de repartir avec ses propres outils et de se dire, voilà, à partir de cette situation-là, je suis en capacité de faire par moi-même. Est-ce qu'on peut parler du milieu du travail? C'est un sujet dont on ne parle pas, on n'aborde pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des placards, des personnes qui ont un burn-out. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a beaucoup de situations comme ça en Martinique? Alors encore une fois, moi je crois qu'on est encore à la ramasse malheureusement. Il y a trop peu trop peu d'entreprises. J'exagère. Il y a des entreprises effectivement qui prennent en compte les situations de risques psychosociaux, les situations qui vont tourner autour de la qualité de vie au travail. Il y a à faire parce qu'aujourd'hui le travail rentre comme un facteur prédominant dans l'identité des personnes. Parce que quand on demande à quelqu'un de se présenter, elle va vous dire voilà, moi je suis Gladys Marie-Florine, je suis psychologue, sexothérapeute, naturopathe. Et ça intervient comme la deuxième facette que j'aurais présentée de moi. J'aurais pas dit que je suis une femme, j'aurais pas donné mon âge, j'aurais pas dit si je suis une mère, j'aurais simplement parlé de moi en tant que professionnelle. Donc à partir de là, ça montre bien à quel point l'identité professionnelle fait partie de l'identité personnelle. Dès lors, on comprend bien que de toutes les façons, si quelque chose est touché dans le travail, eh bien du coup, on aura effectivement cette tendance à, comme manquer d'une jambe et être un peu boiteux. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs montré dans les différentes situations, et notamment les suicides à France Télécom au début des années 2000, où ces personnes avaient tellement investi la sphère professionnelle que du coup, quand ça ne va pas dans cette sphère-là, on a tendance à perdre pied et ça peut aller vers des cas effectivement dramatiques. Tout à fait. Mathis, selon toi, la santé mentale est encore tabou en Martinique?
Oui, comme disait Gladys, il y a un gros retard, mais c'est en train de s'améliorer, mais c'est encore très insatisfaisant. Il y a encore des gens qui te disent qu'ils iront pas chez le psychologue parce qu'ils sont pas fous. Ou qui te diront que tout va bien, tu vois. On sépare encore le mental et le physique, alors qu'il ne faut pas les séparer. Et oui, il y a des gens, s'ils se foulent la cheville, ils iront se soigner, ils iront chez le kiné, mais le mental, non. Comme c'est invisible, non, ils ne prendront pas soin de leur... Oui, donc je réponds oui à cette question, c'est toujours tabou. Ouais. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on a posé en sondage, que vous allez voir apparaître sur vos écrans avec cette question. La santé mentale est-elle encore un sujet tabou dans notre société? Et on voit bien la réponse qui est un oui à une très très grande majorité. En Martinique, on a encore du mal à parler de ces sujets-là. Et du coup, Muriel, quelles pratiques de vie quotidienne on pourrait mettre en place pour aider à préserver une bonne santé mentale? Alors, il y a plusieurs pratiques. Donc déjà, j'allais dire, on a un espace naturel qui est propice justement à la reconnexion. Donc déjà, sortir un petit peu de nos boîtes, de nos boîtiers, téléphone, téléviseur, etc., maison, puisque c'est une boîte aussi, le travail, et aller se reconnecter à la nature. Alors, je conseille par exemple, au lieu de rentrer à la maison après le travail, d'aller prendre un bain de mer ou d'aller à la forêt. Voilà, ça change des habitudes. Il y a aussi le fait de mieux comprendre ses habitudes. Je m'explique, ça veut dire qu'à travers, par exemple, une journée, une semaine, déjà être conscient de ses habitudes, de ses propres habitudes, de savoir est-ce que ces habitudes viennent de moi, est-ce qu'elles ont été installées par moi ou par ma famille ou par quelqu'un de mon entourage. Et puis au fur et à mesure qu'on a conscience en fait de ces petites choses, il y a un apaisement qui se fait parce qu'on prend une autre orientation. Et puis la respiration. La respiration, c'est très important en tout cas de ce que j'ai pu observer. Les personnes qui sont anxieuses ou en tout cas qui développent ne prennent pas plus conscience de leur corps et ça commence par la respiration. Donc il y a une espèce d'apnée quotidienne qui fait que le cerveau n'est pas oxygéné et donc tout prend une autre dimension. Voilà. Maya, est-ce que, on a parlé des réseaux sociaux, mais est-ce que dans notre vie quotidienne, notre société, avec la pression sociale, les attentes familiales, etc., est-ce qu'il n'y a pas justement des causes qui nous rendent tout simplement fous en Martinique? Bon. Enfin, moi, j'aime dire le terme fou, mais c'est oui, pas fou. fais attention parce que, comme tout le monde ici a peur d'être catégorisé de fou, j'ai l'impression que... que... t'as raison en plus, effectivement. Ce que vous avez tous dit, c'est ça, c'est qu'il y a des traumatismes aussi qui se transmettent, il y a le côté historique et il y a aussi la réalité sociale en Martinique. En Martinique, on est obligé de se battre pour tout. Se battre contre la vie chère actuellement, se battre contre le chlordécone, se battre contre les injustices historiques avec cette inégalité de fait qu'il y a entre nous et une certaine caste. Enfin, tout ça aussi, ça occupe l'esprit. Et ça fait que les gens se réveillent au quotidien avec cette rage de vivre, cette rage de devoir se battre pour ce qui nous est dû en réalité. Et en Guadeloupe, c'est même pire puisqu'ils se battent aussi pour avoir accès à l'eau potable. Donc ça aussi, je pense que ça joue sur notre patience, sur notre capacité à être épanoui. On ne peut pas être épanoui quand on est oppressé par la vie capitaliste et coloniale qui nous entoure. Et ça, à mon sens, en Martinique, c'est très, très, très marqué. Tu penses qu'on devrait éteindre la télé? Pardon, ta question. Non, moi, je sais pourquoi je te pose la question, parce que du coup, voilà, parce que... Vas-y, mais je pense qu'il faut jeter la télé. Pourquoi vous trouvez que la télé, c'est quelque chose d'assez anxiogène ou autre? Ça dépend. C'est une porte d'entrée à des choses que... Peut-on dire ça à Martinique la première? La question. Cela dit, moi j'ai pu voir par exemple lors du confinement, donc période Covid, où effectivement, et d'ailleurs ça a été mon cas, je donnerai une petite anecdote juste après, où j'ai dû dire à certaines personnes, mais en fait, éteignez la télé. Vous n'entendez que des mauvaises nouvelles, vous êtes chez vous, le climat est anxiogène, pardon. Vous ne savez pas forcément ce qui se passe, qu'il adviendra, donc il faut éteindre la télé. À un moment, il faut savoir se protéger et peut-être que ça passe par là. Pourquoi je le dis? Parce qu'en 2000, alors peut-être pas 2013, non j'exagère, 2014, j'interviens à domicile chez une petite dame chez qui j'arrive et qui pleure, mais vraiment en sanglots
Et je lui demande ce qui se passe, forcément. Et elle m'explique qu'elle a vu qu'une petite fille s'est noyée la veille et que du coup, elle n'a pas dormi de la nuit et qu'elle va très mal. Et donc voilà, donc toute la consultation tourne autour de ça. Et je lui dis, mais ça vous arrive souvent, en fait, que les faits d'actualité vous fassent pleurer autant, vous angoissent autant? Elle me dit oui. Je dis, il faut éteindre la télé. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends vraiment conscience de l'accès que l'on donne finalement aux nouvelles, l'accès que l'on donne à toutes ces informations négatives chez nous. Et c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir la porte, c'est là. On allume la télé, c'est un bouton. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, à partir de ce moment-là, j'arrête. Moi aussi, je ne regarde plus les informations. Donc, c'est ce que je fais depuis 2014 jusqu'à 2019. Je me dis quand même, une psychologue l'a dit, tu dois avoir des informations. Tu ne peux pas paraître à chaque fois. Ah non, je n'ai pas entendu ça. Voilà. Donc, je me dis, allons-y. Mais je ne rallume pas la télé. Je me dis, je mets les notifications sur mon téléphone d'un média. Comme ça, au moins, je vais recevoir. Et fin 2019, donc en novembre peut-être, fin 2019, tous les jours, je me réveille et j'ai le nombre de morts en Asie du Covid. Et là, je me dis, en fait, non, je ne vais pas me réveiller tous les matins et avoir un décompte du nombre de personnes décédées en Asie. Donc, je retire les notifications. Et à partir de là, j'ai bien compris que alors pas les médias, j'exagère, le journal télévisé, en tout cas, c'est une porte d'entrée, une porte d'accès, effectivement, à toutes ces informations anxiogènes. Et si j'arrive pas à moi-même poser la limite, savoir faire le vide, prendre du recul par rapport à ça, bien évidemment que ça peut Tu avoir trouves qu'on un est vraiment dans effet. un climat assez anxiogène ici? Mais clairement. Ça s'appelle, Alors, surtout en ce moment, on est dans un climat. C'est-à-dire que ces dernières semaines, toutes les personnes qui viennent au cabinet ont à me parler avant de l'actualité. Ce qui se passe en Martinique, Oui, on ne sait pas où on va, c'est flou, je ne sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Enfin, on est dans un climat totalement anxiogène. C'est l'infobésité, c'est l'état dans lequel tu te retrouves quand tu as un surplus d'informations Tout à fait. et qui en plus des fois parle de choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux rien faire. La dame, elle a vu qu'il y a une petite fille qui s'est noyée, tu as le nombre de personnes qui sont mortes en Asie, ça te déclenche puisque tu es empathique Bien sûr. et pourtant tu ne peux rien faire et ça peut aller à l'infini et au final c'est ta santé qui est empathie. Muriel, ça m'intéresse de parler de ça avec toi, puisque effectivement, est-ce que tu penses qu'il y a des portes ouvertes, dans le sens où entendre ces nouvelles, être ouvert à entendre des histoires négatives ou autres, c'est des portes qu'on ouvre à son âme par rapport à ces actualités un peu morbides. Moi, par exemple, j'étais fan de... D'ailleurs, je suis toujours, mais je regarde moins. De Fait d'entrer l'accusé, moi crime aussi. et compagnie. Mais moi, je bouffe ça, quoi. J'adore ça. Je me suis rendu compte, en fait, que petit à petit, ça commence à peser. Je connais des gens qui refusent de regarder ça parce qu'ils ont le sentiment de laisser des portes ouvertes. Est-ce que c'est quelque chose qui... Écoute, j'ai eu la même expérience avec une série policière que je regardais, mais en boucle, je me rappelle, il y a quelques années, avant de faire mon choix. Et je me suis posé un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'intéressait? C'était le fait divers, c'était le fait qu'il puisse résoudre l'affaire, ou etc. J'ai commencé à me poser des questions. Et oui, je pense que ça ouvre des portes à certaines choses, dans le sens où, en fonction de la sensibilité de la personne, en fonction de son histoire aussi et de ce qu'elle ne sait pas sur son histoire, parce que bien souvent, justement, je parle de la santé mentale de nous, Martiniquais, est beaucoup liée aussi, certaines fois, au secret de famille. C'est-à-dire, moins on en sait également, et plus, en fait, il y a un mystère qui devient de plus en plus pesant, en fait, sur cette personne. Et je pense que ça ouvre des portes sur des choses justement qu'on ne conscientise pas sur le moment, mais qui prennent de plus en plus de place. Et donc, c'est en se posant ces questions justement, pourquoi je suis attirée par telle chose, pourquoi j'ai plus de sensibilité à ça, qu'au fur et à mesure, on rassemble le puzzle, j'ai l'impression. Donc, j'ai parlé des séries Maya, donc Fait entrer l'accusé et compagnie. Je ne fais pas de pub. Hein, voilà. Tu m'as dit que tu regardais aussi. Et au niveau de la musique, on sait s'il y a des musiques effectivement qui laissent des portes ouvertes, un climat anxiogène. Moi, je suis sensible à la musique. Ouais. Hein. Si j'écoute des musiques tristes, ça va me rendre triste. Oui, je pense qu'il faut faire attention. Hein. Même si tu écoutes des musiques qui sont pas dans ta langue naturelle, la mélancolie qui s'en dégage te met dans un mauvais mood. Et ça, moi, je me suis rendu compte. Donc maintenant, j'ai des playlists spéciales happiness. Voilà, je mets ça
j'ai une playlist en temps longtemps où il y a des sons zouk rétro qui donnent envie de se lever, qui ont des belles paroles d'amour et ça fait du bien. Mais par contre, tous les sons tristes, c'est une playlist à part, mais je ne veux pas que quotidiennement ça implique mon quotidien. Notamment le rap mélancolique, là, à un moment donné, j'écoutais ça tout le temps. Muriel, la musique. Je pense pareil. Je vais juste prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Le Unigo Puella, la musique, elle te plonge encore plus dans le mood, en fait. Et la musique dégage une vibration. Et donc, en fonction de la vibration, ça va soit renforcer notre état, ou justement l'aggraver, ou au contraire, on peut aller vers une musique qui amène une autre vibration. D'où l'importance de la méditation, du choix des méditations, du choix des fréquences de la méditation, parce que ça permet justement d'ouvrir des portes ou au contraire de renforcer ce qu'il y a déjà là. Gladys, quand tu as parlé effectivement des morts qui seraient en Chine, etc., que tu écouterais à la radio et télé, moi, ça m'a fait penser à ma mère où je lui reprochais en fait, de se lever. Désolé, Martinique première, hein, mais se lever tous les matins en écoutant les avis d'obsèques. Donc, on finit lever, au cas où il y a des gens qui meurent, voilà, c'est un peu déprimant. Mais du coup, déjà, quelle différence on peut faire? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Quelle différence on peut faire entre une déprime et une dépression? Est-ce que la dépression, c'est le stade supérieur à la déprime, c'est ça? Alors, la déprime, c'est vraiment ce qu'on va... moi, ce que je dis, c'est l'état passager. C'est-à-dire, on peut tous aujourd'hui se réveiller, on n'est pas très bien, on peut avoir un bad mood et puis, bon, on va parler d'une déprime, d'accord? Il peut aussi y avoir la déprime qui sera liée effectivement à la carence de vitamine D, où on se rend compte qu'effectivement, à partir en France hexagonale ou en Europe tout simplement, hein, de façon plus large, tous les pays où le taux d'ensoleillement va diminuer à partir de septembre-octobre, on peut avoir une petite déprime, effectivement, qui sera liée à ce manque d'ensoleillement. La dépression, aujourd'hui, on est vraiment sur un état qui va se prolonger, un état qui va s'installer dans le temps. Moi, l'image que je donne toujours, parce que j'aime beaucoup travailler avec les images, c'est de dire que c'est comme si la vie que l'on voit en couleur, là, le plateau qui est bleu, blanc, etc., eh ben, tout se grise et on va voir en noir et blanc. Et tout va nous paraître comme une perte de sens, une perte de plaisir. Les questions que l'on va poser d'ailleurs dans l'un des questionnaires qui va permettre de savoir s'il est question de dépression, c'est de savoir si aujourd'hui je fais les choses avec la même envie, avec le même plaisir qu'avant. Est-ce que si, par exemple, Muriel, toi qui aimes danser, est-ce que tu le fais toujours? Est-ce que tu le fais toujours avec le même plaisir? Et ce qu'on va constater, c'est qu'effectivement, on va avoir cette perte de plaisir, cette perte de goût, amenant cette personne finalement à voir un peu sa vie en noir et blanc. Je crois que c'est l'image la plus parlante pour moi, en tout cas. Et l'émotion principale de la dépression, ce sera la tristesse. Les personnes seront profondément tristes. Donc oui, on peut faire une grande différence entre la déprime et la tristesse, et la dépression, pardon, parce que la déprime, ce sera passager, mais par contre, la dépression, ça va s'installer dans le temps. Quels sont les troubles les plus présents en Martinique? Alors, de façon générale, ce qu'on aura particulièrement, ce sont la dépression et les troubles dépressifs et les troubles anxieux. Maintenant, si on doit aller plus du côté de la maladie mentale, on peut parler de la schizophrénie, par exemple, ou là, oui, la schizophrénie, pardon, et les troubles bipolaires. Alors, ces deux troubles dont tu parles, c'est des troubles qui sont visibles, pas visibles. Est-ce que ces personnes-là sont accompagnées, pas accompagnées? Est-ce qu'ils refusent les soins? Eh bien, du coup, je pourrais te dire oui et non à tout. Est-ce que ces personnes sont accompagnées? Oui et non, pour certaines. Ce sont des troubles qui ne sont pas forcément visibles. Aujourd'hui, on peut avoir effectivement une personne présentant des troubles bipolaires avec nous et qui ne vont pas forcément présenter un état physique particulier. Ça n'a rien à voir avec lunatique. Le cas du monde lunatique, ça n'a rien à voir. Non, quelle différence entre votre bipolaire et lunatique? Quant à ça, n'en parlons même pas parce qu'il y a tellement de termes finalement qui sont liés à la santé mentale, qui sont usités de façon totalement sans leur donner de sens en fait. Ah oui, cette personne-là est bipolaire. Ah, cette personne, ça doit être un schizo. Ah, celui-là, c'est un pervers narcissique. Enfin bon, je ferme encore la parenthèse. Ce sera l'objet d'une autre émission, je suppose. Donc, tout ça pour dire que je reviens à la question de lunatique et bipolaire tout à l'heure. Donc, non, pas forcément, ça ne se voit pas. Ce sont des troubles qui sont invisibles. Et il y avait une autre question.
visibles, invisibles, suivies ou pas. Et est-ce que ce sont des personnes qui peuvent refuser les soins? Bien sûr que oui, elles peuvent refuser les soins. Ou commencer les soins et arrêter le process en cours également. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de forcer quelqu'un à prendre des médicaments, à suivre. Si aujourd'hui, je décide, par exemple, d'arrêter mon traitement, je peux arrêter mon traitement. Non, mais attends, si on se pose 5 minutes et qu'effectivement, on a tous un peu dans notre milieu familial ou même amical ou même professionnel, des personnes un peu, on va dire bizarres, mais qui ont quand même quelques troubles que l'on voit, soit qui sont, on va dire gentiment, lunatiques, mais qui ont peut-être des troubles beaucoup plus importants. Quelle stratégie on pourrait adopter justement pour pouvoir vivre avec ces personnes-là? Alors, moi, je crois que Qui ne le voient pas, qui ont du mal à l'entendre et le comprendre et qui ne se soignent pas du coup parce qu'ils refusent de l'admettre. Il y a une Alors- obligation de soins, enfin, c'est intéressant ça. Alors, moi, je trouve la question très, très importante et très intéressante. Aujourd'hui, quelle arme que tu as pour pouvoir forcer quelqu'un à se faire soigner? Tu t'es blessé la cheville, je ne sais plus qui parlait de cheville tout à l'heure, Mathis. Tu t'es blessé la cheville. Si tu as envie de rester chez toi et de ne pas te soigner, qui peut venir te chercher dans ton lit et te dire « je t'amène chez le médecin » Personne. Il en est pareil de la maladie mentale. Donc maintenant, il peut y avoir effectivement des hospitalisations quand il y a un danger effectivement pour autrui, etc. Mais si tu décides de rester chez toi et de ne pas être soigné, tu es en droit. Voilà. Tant que tu ne portes pas préjudice à une autre voilà, personne. c'est la question, parce qu'il Voilà. y a aussi un grand risque aussi que s'occuper ou se traiter ou travailler avec des gens effectivement qui ont ces difficultés-là nous rendent nous-mêmes malades. Bien sûr. Alors, moi, je dis toujours que tout professionnel de santé devrait être suivi par un autre professionnel de santé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi, nous, d'avoir des espaces, en tant que professionnel de l'écoute, d'avoir des espaces pour pouvoir être écouté, donc que ce soit entre psychologues, ce qu'on va appeler l'intervision, ou effectivement avoir un suivi nous-mêmes thérapeutique pour pouvoir nous décharger, parce que au-delà de ce qu'on entend au quotidien, il y a aussi ce que l'on vit par ailleurs. Et quand on vit des difficultés, on ne peut pas dire à l'autre, bon, mais écoutez, c'est pas grand-chose que vous vivez. Vous savez, moi, je suis en train de vivre telle chose. Non. Donc, il faut pouvoir faire sa part pour pouvoir être dans cette ouverture et être en capacité d'être dans une réelle écoute. Donc vous, Gladys Marie-Florine, psychologue, êtes-vous suivie par un psychologue? Je suis suivie par un psychologue. Sérieusement? Ça t'étonne? Donc ça me surprend. Et donc vous, est-ce que vous êtes suivi par un préparateur mental? Par un thérapeute. Mais pourquoi? Parce que c'est important. Nous aussi, on a besoin d'espace, justement, pour pouvoir exprimer certaines choses, peut-être des incompréhensions. Et nous sommes des êtres humains aussi. Et justement, plus, en fait, je pense que c'est important de travailler sur nous, plus on sera à l'écoute des autres et plus on va donner, justement, des approches qualitatives. Enfin, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Mathis, quel conseil donc on pourrait donner aux hommes aujourd'hui en 2024 sur cette question-là? Il y a déjà un certain nombre d'hommes qui sont activement dans une volonté de briser ce stéréotype-là. Donc, les gars, venez nous voir, contactez-nous. Vous êtes les bienvenus, c'est un plaisir de vous recevoir. Très franchement, moi, j'ai eu un environnement familial et amical, professionnel, qui a été capable de recevoir ce que j'avais à dire, parce que moi, je suis concerné par la dépression depuis très longtemps, et assez intensément. Eh bien, tentez le coup. A priori, il y a de fortes chances que ce soit reçu. Les professionnels sont formés à recevoir ce genre de choses-là, et contrairement aux membres de notre famille, ils ne viendront pas, comme a dit Gladys, ils ne viendront pas mettre leur grain de sel là-dedans, leur grain de sel personnel. Donc tentez le coup. Il y a un changement qui est en train de s'opérer là, dans la masculinité en Martinique. Rejoignez ce mouvement-là. C'est ce que je vous conseille. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Il y a des systèmes de valeurs dans la masculinité qui nous desservent. Il y en a qui nous servent, mais il y en a qui nous desservent gravement. C'est-à-dire que ça peut donner des choses très graves. Remettons ça en question sérieusement et puis profondément ensemble. Voilà. Avant de finir avec Maya, Gladys, rapidement, on a parlé de terrain dépressif. C'est une réalité. Il y a des gens qui sont plus susceptibles à être ouverts à la dépression ou pas du tout. C'est un fantasme. Alors, pas un fantasme, mais effectivement, on peut voir que dans certaines familles, il peut y avoir de génération en génération des personnes qui vont être touchées par la dépression. Donc, parler de terrain, oui, c'est possible.
Maya, pour finir avec toi, est-ce que tu trouves que c'est une thématique qui n'est pas assez abordée sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait parler? On sait également que tu es tu es militante, hein, d'une certaine manière. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en colère dans ces mouvements-là. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant qu'il puisse avoir un suivi psychologique de certaines personnes? Tout à fait. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off. Le burn-out militant, c'est quelque chose de réel. Le burn-out militant. Ouais, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur ce sujet. Mais le fait de se battre en continu, le fait de devoir à chaque fois être en phase de lutte, c'est épuisant. Et c'est aussi prendre des risques judiciaires, hein, pour les militants. Et donc, les militants sont souvent dans de grandes difficultés psychologiques parce qu'ils se battent pour un collectif. Et ce collectif, parfois, ne les soutient pas. Parfois, ce collectif les critique aussi. Et donc ça, c'est très difficile psychologiquement de se battre pour des gens qui finalement passent leur temps à vous pointer du doigt, à pointer vos erreurs et à vous décrédibiliser. Et donc c'est important de se faire suivre. De manière générale, je pense que tout le monde devrait voir un psychologue. Après, ça c'est mon avis, mais c'est important. Il ne faut pas négliger ça. Mais donc, tu as parlé de militants, mais s'ils militent, donc ils extériorisent un peu cette colère, et pourtant, non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, parce qu'on voit bien que derrière, il n'y a pas forcément toujours le résultat escompté. C'est beaucoup d'efforts pour souvent des miettes. C'est beaucoup d'efforts et de pots cassés aussi. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de poursuites judiciaires, ça peut briser des familles. Il y a des gens aussi qui finissent par perdre leurs emplois. Il y a juste des syndicats, par exemple, qui ont pu subir des discriminations après. Donc non, le combat, c'est toujours une forme de sacrifice, à mon sens. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup Mathis, merci beaucoup Muriel, merci beaucoup Gladys, merci à vous de nous avoir suivis dans Mise à Fait sur ce sujet de la dépression. On reviendra sur cette thématique très prochainement. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Comment 2 jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard?